Sur le plateau, j'arrive à tenir debout encore, tout va bien, voilà, donc j'ai un peu chaud mais ça va. J'ai le plaisir toujours d'être accompagné de mes deux chroniqueuses, Alison et Aritiana. On va parler avec vous dans un instant de l'actu du campus, Aritiana. Et puis Julie Pillan, bonsoir Julie. Bonsoir. Vous allez nous présenter la nouvelle exposition temporaire, c'est comme ça qu'on dit, mais c'est durant un certain temps pour le coup, au Carré Plantagenet. Là, vous avez choisi de nous proposer le travail d'un historien, architecte, archéologue, il fait plein de choses, c'est pour ça que j'étais un peu perdu, Jean-Claude Golvin, mais là on va parler des représentations de la Gaule romaine. Mais voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est, parce qu'on n'est pas dans la peinture, on n'est pas dans la... On est dans les choses très précises. Oui, en fait, à l'origine, nous, ce qu'on souhaitait, c'était présenter le travail de Jean-Claude Golvin, que vous connaissez peut-être parce qu'il y en a souvent dans les livres d'histoire, ou dès qu'il y a une restitution d'une ville à l'époque romaine dans un magazine, en général, on utilise ces vues. Alors, on les connaît, mais on ne connaît pas la personne qui les dessine. Donc, nous, on voulait présenter le travail de Jean-Claude Golvin, mais il faut savoir qu'il a réalisé plus de 1000 aquarelles. Donc, ce sont des aquarelles, en fait. Et il a légué toutes ces aquarelles en 2009 au musée départemental, enfin donné plutôt au musée départemental d'art l'Antique. Donc on a contacté le musée départemental d'art l'Antique et on s'est retrouvé face à 1000 aquarelles, à faire un choix, une sélection. Et c'était un peu compliqué, on s'est dit vers quoi on va tendre pour proposer une exposition assez intéressante à nos visiteurs. Il nous a paru intéressant de présenter une exposition autour de la ville en Gaule romaine, donc des vues de différentes villes et de bâtiments caractéristiques de la Gaule romaine, puisque le Mans s'appelait Vindunum, était la capitale de la cité des Aulaires que c'est Mans, et donc on a voulu en fait raccrocher autour de l'histoire du Mans. Ça veut dire que ce monsieur s'était intéressé au Mans. Alors, en fait, il s'était jusque-là pas vraiment intéressé au Mans. Il s'est intéressé, je vous fais un petit historique rapide de ce monsieur. On vous écoute, moi, je suis passionné. Jean-Claude Golvin, à l'origine, il est architecte. Ensuite, il a fait des études de beaux-arts et il a travaillé en Égypte notamment pendant une quinzaine d'années au centre de restauration et d'études de Karnak, et dans le cadre de son travail de directeur du centre, il a un jour fait en 1989 une restitution du site en dessin, vu qu'il avait un coup de crayon. Et là, ils se sont dit, c'est vraiment intéressant d'avoir, au lieu d'avoir uniquement les vestiges archéologiques, d'avoir à un moment les éléments qui soient en élévation, parce qu'on s'en rendait pas compte. C'est un précurseur, en fait, des restitutions auxquelles on est très habitué maintenant, parce que dès qu'on fait un reportage, on voit des restitutions infographiques, mais lui, c'est un vrai précurseur. Donc, il a commencé comme ça, et puis il en a fait de plus en plus, et notamment sur un certain nombre de villes en Gaule romaine. Mais pour le Mans, pas du tout. Mais cette exposition a été l'occasion pour lui de faire une aquarelle présentée en exclusivité. Bon, on en parle tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on parlait, voilà, c'est de l'aquarelle, mais on est dans une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'abstrait ou une représentation interprétée, on est dans quelque chose qui est extrêmement précis. Oui, tout à fait. C'est vraiment sa volonté, c'est-à-dire que lorsqu'il va faire une restitution d'une ville ou d'un monument, il va toujours s'appuyer sur les historiens et les archéologues locaux. Son objectif, c'est pas d'inventer. Par contre, on le sait tous, une ville, par exemple comme le Mans, tout n'a pas été fouillé. Donc il va y avoir des zones d'interprétation. Mais ces zones d'interprétation qu'il va mettre en œuvre sont réfléchies d'après d'autres sites archéologiques découverts sur à la fois des tailles d'habitation, caractéristiques. Donc c'est très très réfléchi. Même quand il y a des manques, voilà, c'est des manques qui sont compensés, mais par des choses qui paraissent plausibles. Et il est tout à fait à même de revoir ses dessins au fur et à mesure des évolutions archéologiques, mais la trame urbaine restera identique. Et d'ailleurs, il avoue que pour une restitution d'une ville dans son entier, il ne peut pas la faire à chaque fois. En fait, il y a 5 principes de base et s'il n'a pas ces 5 éléments, il ne pourra pas restituer la ville. Il faut beaucoup d'informations, en effet, pour pouvoir arriver à restituer des choses aussi complexes que ce qu'il propose. La topographie, les lieux, savoir ce qu'ont donné les fouilles, etc. Voilà. Il y a énormément d'infos à En fait, ce qu'il faut déjà, c'est savoir comment était le paysage, par exemple, à l'Antiquité. Lorsqu'on est sur une ville en bord de mer, les rivages ont pu un peu évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc, si on ne connaît pas précisément comment était le paysage à l'Antiquité, c'est compliqué. Donc, il lui faut un certain nombre d'éléments. Ça, c'est pour vraiment restituer une ville dans sa globalité. Si jamais c'est pas possible, qu'il n'a pas l'ensemble des éléments, il va pas se risquer à faire des interprétations qui seront fausses. Et dans ce cas-là, il fera simplement un monument qui là est bien connu et dans lequel il va pouvoir apporter un certain nombre d'informations. Et c'est pour nous extrêmement plaisant parce que ces vues, ça donne envie de se balader. On s'imagine, il y a des petits personnages. J'allais vous poser cette question, vous voyez, c'est formidable. Non, parce que j'allais dire que voilà, à la fois on est dans quelque chose de très documenté, fait de manière scientifique, rigoureuse, mais malgré tout qui invite du coup
par la manière dont c'est représenté, à se plonger dans cette ville, quoi, à carrément aller dedans. Ouais. C'est ce qui rend ça vraiment passionnant. Moi, je trouve ça... J'ai aimé l'histoire parce qu'enfant, j'ai vu des dessins où je m'imaginais déambuler dans les rues, à travers les maisons. Et là, c'est ce qu'on présente. Il y a notamment, pour les enfants, mais même pour les plus grands, ça plaît beaucoup, une partie de l'exposition consacrée aux édifices de spectacle. On voit les amphithéâtres avec les combats de gladiateurs, on voit les théâtres. Il y a une autre partie où on voit des petites ruelles avec des commerçants. Un thermopylium. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un thermopylium à l'époque romaine? Bien évidemment. Je vais vous expliquer ça en 2-3 points. Hein, voilà. Eh ben, c'est un snack. Snack comme des marques très connues qu'on a aujourd'hui de fast-food. Eh bien, c'était un snack en plein air où on pouvait, comme ça, aller manger de la cuisine réchauffée. Donc, on présente une petite aquarelle de ces petits snacks de l'époque gallo-romaine. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est sûr que c'est top. Quelle est justement la place de ces... On parlait d'infographie tout à l'heure. Aujourd'hui, la place de ces représentations plus classiques, c'est-à-dire sur des aquarelles, papier, enfin, ou toile, etc., par rapport justement à toute cette mode de l'infographie, de la 3D, etc. Les deux existent encore, ou là, on est déjà dans quelque chose qui se faisait, mais qui ne se fait plus? Alors, déjà, ça se fait encore beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de publications dans des magazines papier ou dans des livres. Donc, forcément, on ne va pas être en 3D. Mais c'est ce qu'il nous a expliqué, parce que c'est une question qui est récurrente. Donc, lorsqu'il est venu, il nous l'expliquait bien. C'est que c'est un travail en vrai partenariat et que les infographistes l'aident et inversement dans les réflexions autour de la restitution. C'est-à-dire que c'est pas opposé, c'est simplement des choses maintenant qui se font en coordination. Et lui, avec beaucoup d'ailleurs d'humilité, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, explique que lui, il sait pas faire. L'infographie, c'est pas son domaine. Et donc, il continue sur l'aquarelle, mais que c'est des choses en complémentarité. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'un graphiste pourrait aussi faire sur un plat, évidemment, on ne serait pas dans la 3D, mais là, du coup, on est vraiment dans le croisement en fait, des représentations. Est-ce qu'on peut dire quelques mots, du coup, sur ces villes qu'il représente, qu'est-ce qu'on va un peu découvrir dans ces villes, justement, de la Gaule romaine que vous avez choisi de nous présenter, du coup, puisque vous avez choisi cette période? Voilà. Alors cette période, parce que c'est celle qu'il connaît le mieux aussi, c'est celle qu'il maîtrise le mieux. Il fait quelques vues médiévales, mais en général, c'est des vues de l'époque gallo-romaine. Donc l'exposition débute par une présentation de Jean-Claude Golvin et son travail, et donc ensuite on rentre vraiment sur la thématique des villes. On explique justement quel est le fonctionnement classique d'une ville par les voies qui sont souvent des voies perpendiculaires, parallèles les unes aux autres, les rues en fait pour les passages. Ensuite, on part sur la proximité de l'eau. En général, les villes à l'époque romaine sont soit situées à proximité de la mer et des ports maritimes, soit à proximité des voies fluviales, des rivières, parce que les transports de marchandises se faisaient quasi 80% sur les voies fluviales. Comme ici au Mans, du coup, parce que exactement. Pour la Sarthe, il y a beaucoup d'activités. Tout à fait. En fait, on trouve rarement des villes qui ne sont pas situées à proximité d'une voie d'eau. Ensuite, on parle des espaces de pouvoir, les forums, qui étaient ces places publiques, où il y avait la basilique, où les décurions, qui étaient, entre guillemets, nos conseillers municipaux aujourd'hui, se retrouvaient, où il y avait un temple. On parle des thermes, qui étaient ces bains publics. Puis, il y a une section consacrée aux édifices religieux et aux temples, les édifices de spectacle dont je parlais tout à l'heure, le commerce, l'artisanat, les maisons, la maison urbaine notamment, ces très belles maisons qu'on appelle les domus, et puis on termine par les enceintes, avec ces villes qui ont été encerclées par une enceinte. On regarde travailler justement ce travail très précis. C'est incroyable d'ailleurs parce qu'il y a une précision dans le dessin. C'est impressionnant de se dire que c'est une peinture. C'est ça qu'il y a des représentations de peinture qui sont très précises, mais là c'est quand même juste incroyable, quoi. Et on termine en fait par la vue de Vindunum, spécialement réalisée pour cette exposition, donc la vue du Mans qui est inédite. Alors pour info, c'est Fréjus qu'on voit sur les images, si vous vous posez la question, en tout cas actuellement. Julie, on se retrouve dans quelques instants parce qu'il se passe encore plein de choses sur les musées du Mans, d'autres animations, on en parle, mais juste avant, il se passe plein de choses aussi du côté de l'université, et c'est Aritiana qui nous présente ça, on y va. Et aujourd'hui, on va parler d'un lieu bien connu sur l'université, pour ceux qui y sont, mais si vous ne le connaissez pas en tout cas, va falloir le connaître, parce qu'on va parler du Grand Atelier, Aritiana. Oui, on va faire un spécial Grand Atelier aujourd'hui, Jean-Christophe, parce qu'il y a beaucoup d'événements entre musique, théâtre ou ciné-conférence. D'ailleurs, on va parler en premier de ça, mais il y en a plein, il y aura le choix, il y aura l'embarras du choix, donc il y en a sûrement un qui va vous intéresser. Ben, j'espère. Et on va commencer par parler de la ciné-conférence qui a pour titre « Les super-héros ont-ils perdu leur âme d'enfant ?» On va au fait aborder le thème des comics, alors plus précisément de l'évolution de ces comics depuis les années 60, parce que avant, on dira plus que les comics avaient un certain sens du fantastique. Et si on évolue aujourd'hui,
on se dirait plutôt que les super-héros sont devenus sombres et cyniques. Donc c'est le principal fil conducteur de cette ciné-conférence. Hein. On va voir cette évolution-là avec la présence de plusieurs spécialistes, hein, et d'ailleurs aussi la présence de Matt de Sélection Comics que vous connaissez peut-être. Alors je vais faire juste une petite précision justement, puisque Matt on le retrouve dans le bocal local avec Julien Sénéchal. C'est en ce moment sur la chaîne, regardez la rediffusion parce qu'il y a une émission spéciale comics qui parle évidemment aussi de cette exposition, ne la ratez pas. Oui voilà, donc cette ciné-conférence va se dérouler en plusieurs temps avec à 19h la diffusion du film The Avengers de Joss Whedon, puis à 21h30 ça sera la table ronde, hein, en présence des spécialistes. Jean-Marc Lenné qui est un éditeur, un auteur, et Thierry Mornay qui est un éditeur également, et aussi Chris Malgrin qui est un dessinateur de comics. Alors ça se déroule ce 8 avril, hein, au Grand Atelier dès 19h au prix de 2 €, et ça s'arrête pas là parce qu'il y a une séance de dédicace avec Thierry Mornay et Chris Malgrin qui est prévue le lendemain de 13h à 17h. Donc en parlant de cette dédicace, je vous ai ramené le premier tome des Apatrides de Chris Malgrin, hein, parce que vu que c'était une dédicace, bon, c'était pas pour me balancer des fleurs. Ah ben voilà, c'est parce que voilà, pardon. Je vous montre, voilà, un beau dessin qu'il m'avait fait, hein, et je le remercierai pas assez, mais voilà, c'est pour, je tiens à pousser les gens à aller le rencontrer, à voir son travail. Et, on aura bien compris. En tout cas, vous avez une super prononciation. Avenger de Joss Whedon, vous l'avez fait impeccablement. Bravo. On continue avec de la musique, Aritana ? Oui, de la musique, c'est dans le cadre de la journée des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur, hein, il y aura les 100 ans de musique big band qui reviennent pour la 2e année consécutive au Grand Atelier. Alors c'est les musiciens du Big Band universitaire du Maine, dirigés par Jean-Marc Dormeau, qui vont nous faire voyager avec un programme consacré à l'histoire du jazz américain. On va revenir sur plus d'1 siècle d'histoire sur le jazz, quoi, et puis il y aura, pour cette 2e, il y aura un nouveau programme avec une interprétation des grands noms du jazz comme Benny Goodman ou encore Quincy Jones, et les membres du Big Band vous convient à cet événement le jeudi 10 avril à 20h30. On continue dans la musique ? Oui, pas tout de suite, non. Pas tout de suite, pas tout de suite. On va continuer avec du théâtre, mais qui est proposé toujours par les étudiants de l'Université du Maine. Alors, une pièce qui est intitulée Blessure au visage, d'après Howard Barker, et mise en scène par Valérie Pourroy. Alors moi, ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu en quoi ça concernait, parce que ça parle des relations que nous entretenons avec notre visage et de comment les autres nous voient. Alors je sais pas, moi ça m'intéresse beaucoup, donc c'est pour ça que je vais le voir, donc j'espère que vous viendrez le voir aussi et soutenir aussi les étudiants en fait qui font du théâtre amateur, donc voilà. Ça, et puis il y aura plusieurs représentations, hein, ça se déroulera du 15 au 19 avril à 20h30. Et maintenant, on va parler de musique, Jean-Christophe. Je vous laisse faire la transition, du coup, allez-y, je vous en prie. On va parler de musique, mais encore une fois avec du jazz et avec un duo de François Corneloup et Franck Tortillé. Alors François Corneloup, qui est un fidèle compagnon de route de l'Europa Jazz, hein, il est l'une des figures les plus reconnues et les plus importantes du jazz français d'aujourd'hui. Il travaille plus sur le saxophone baryton. Alors je m'excuse si c'est pas comme ça que ça se prononce, je sais pas du tout. Si, a priori je pense qu'on est bien là. Donc on va peut-être voir à quoi ressemble son travail. Eh bien allons-y. C'est parti. Alors c'est pas le plus facile à transporter, hein, des saxos, mais ça fait son effet en tout cas. Oui, mais en tout cas ce duo-là, il sera apprécié par tous les publics, hein. Soyez au rendez-vous pour l'événement, ça aura lieu le jeudi 24 avril à 20h30. Bon mais voilà, si vous voulez des infos sur le Grand Atelier, on a mis le numéro de téléphone 02 43 83 27 32. Voilà, parce qu'il n'y a pas de site internet dédié, j'ai regardé, mais en fait c'est vrai que c'est le site de l'université. Oui. On pourrait peut-être y penser, le Grand Atelier, ça serait pratique, ils font plein de choses, alors bon, voilà, si vous nous regardez, on sait jamais, n'hésitez pas. On a terminé, ma chère Aritana ? Oui. Vous êtes très fière de votre dédicace, hein ? Ah. Oui, très. Elle est contente. Bon, voilà. Enfin, si vous en voulez une, vous savez où elle est, elle vous l'a dit. Allez, on continue tout de suite, on continue de parler des événements qui ont lieu au Carré Plantagenet.
Alors on va parler d'une idée que vous avez eue, enfin vous et le Capra en l'occurrence, où vous avez décidé, alors si j'ai tout bien compris, de comparer Angers et Le Mans. Alors à quel niveau et pourquoi Angers et Le Mans? Alors là, je vous avoue que vous me posez presque une colle parce que c'est pas moi qui ai décidé, mais les 3 archéologues qui vont porter cette conférence, notre idée c'était juste dans le cadre des Journées de l'Antiquité, qui est une manifestation qui a lieu à l'échelle régionale Pays de la Loire en ce moment pendant 1 mois, donc tous les musées, sites archéologiques y participent, c'était de proposer un certain nombre de programmations culturelles et notamment un cycle de conférences. Et donc dans ce cadre-là, avec le Capra à Lonne, avec lesquels nous travaillons vraiment main dans la main, on a eu envie de proposer donc une conférence archéologique avec 3 archéologues locaux, Martin Piton, Vincent Bernolin et Pierre Chevet, afin qu'ils puissent nous expliquer un peu les découvertes récentes du Mans, le Vindunum, parce qu'on sait qu'il y a quand même avec les récents travaux, il y a un certain nombre de fouilles, mais on n'est pas forcément très informé de ce qui s'est vraiment découvert. Et ce sont eux, lorsqu'ils nous ont, ils ont réfléchi à cette conférence à 3 voix, ce qui n'est pas toujours évident de faire une conférence à 3 voix, qui nous ont proposé de voir justement entre le site archéologique et la ville ce que ça a donné, l'état de leurs recherches, et surtout de faire une comparaison avec Angers. D'accord, Voilà. c'est-à-dire qu'il y a des points de comparaison a priori qui Effectivement. vont avoir un sens. Effectivement. On ira le découvrir en tout cas justement dans ces journées de l'Antiquité. Et puis on va pouvoir aller à table avec Apicius. Je l'ai bien prononcé? Oui, très bien. Ça c'est bien ça, le mercredi 9 avril et le mercredi 23 avril. Vous nous expliquez un peu de quoi il s'agit? Oui, alors là c'est une nouvelle animation qu'on met en place. Alors le format atelier à table avec Apicius, pour ceux qui sont habitués à nos activités, ils le connaissent. La nouveauté là, c'est qu'on fait rentrer les familles en entier. C'est-à-dire qu'habituellement, souvent on fait venir des enfants pour des ateliers, et on va d'ailleurs poursuivre, mais les enfants viennent et puis les parents s'en vont. Et là, on a envie de proposer autre chose, à savoir vraiment, on invite tout le monde. C'est les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin voilà, avec 1, 2, 3 enfants, on fait un peu comme on a avec la famille qu'on a avec soi. Et puis tout le monde vient au musée et on partage un moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore créé et on est très content de le proposer. On va voir aussi ce que ça donne. On espère que ça va bien fonctionner. Et si ça fonctionne bien, on reproposera sur d'autres thématiques. L'idée étant vraiment de créer un moment de partage et de découverte en famille autour des collections du musée. On va faire quoi précisément du coup dans cet atelier? Oui, mais c'est bien, ça fait quelques fois que vous venez, je pense que voilà, la prochaine fois je pose plus de questions, je vous laisse, vous êtes opérationnel, mais oui, on va faire quoi du coup pendant ce moment? Alors, d'abord, on va déjà aller un peu dans les collections. Donc toujours, on va dans les collections, parce que l'intérêt c'est de venir au musée, puis c'est de voir un peu dans les vitrines. Donc on va parler de la vaisselle, de ce qui a été mangé à l'époque gallo-romaine, donc surtout là entre le 1er et le 3e siècle. C'est souvent l'occasion aussi de revenir un peu sur des idées reçues. Est-ce qu'on mangeait ou pas de la pomme de terre? Ça marche bien avec les enfants, ça. Ça marche bien. Mais non, mais même, on avec, même avec les amis. Donc à quelle époque? La pomme de terre, ça arrive beaucoup plus tard. Ah oui. Ouais, non. Pas de pomme de terre, pas de riz, pas de pâtes. Alors ça, souvent, les enfants sont un petit peu scotchés. Pas de tomates. Comment on fait? Voilà. Comment on fait? Et donc, on explique un peu tout ça. Donc, première partie dans les collections. Et puis ensuite, on se va en atelier. Et là, il y a plein de petits jeux. Par exemple, le jeu des odeurs qui fonctionne bien. On fait passer des petits pots avec des odeurs, avec ce qui était plutôt des épices ou des condiments de l'époque gallo-romaine, puis on essaye de retrouver, et puis on essaye de comprendre aussi à quoi ça servait. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que je ne veux pas gâcher la surprise. Non, il faudra aller voir, justement. Il y a le jeu des intrus. On a plein de céréales ou de graines dans différentes boîtes aussi, puis on essaye de savoir, alors justement, c'était mangé ou pas? Café, par exemple. D'accord, mais je sais pas moi. Il faudra aller voir justement. Voilà. Enfin, parce que les gens chez eux ils ont Wikipédia, alors ils peuvent regarder, moi j'ai pas là. Alors on va arrêter les questions parce que je vais passer pour un idiot, alors ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ce qu'il faut surtout c'est s'inscrire parce que les s'inscrire, mercredi 9 avril, mercredi 23 avril. On remet bien sûr le site internet, c'est le site de la ville en fait, tout simplement pour vous retrouver. Et on cherche le carré Plantagenet. Merci beaucoup Julie d'être venue une nouvelle fois de le partager avec passion et bonne humeur. Ça donne en tout cas envie d'aller découvrir tout ça, cette nouvelle exposition qui dure jusqu'à quand du coup? Jusqu'au 29 juin. Et il y a aussi des visites régulières prévues pour ceux qui veulent une petite visite commentée de l'exposition. Les derniers samedis de chaque mois, entre autres. Eh ben voilà, merci Aritiana, on vous dit au revoir, on se retrouve très bientôt, et puis Alison, vous allez cuisiner dans un instant, ça va être votre tour, préparez-vous. Et puis on va parler nous accordéon, et puis collection avec tout type de collection, bourse toute collection, là ça promet, on va avoir de la collection. À tout de suite dans Y'a plus qu'à, c'est dans 2 minutes. Excusez-moi.